Mesdames et messieurs, je vous salue en ce soir de conseil municipal. Je vous propose d'ouvrir notre séance. Je voulais tout d'abord rendre un hommage à Jacques Hénin, conseiller municipal puis adjoint au maire de Chalon-sur-Marne à l'époque, pendant 3 mandats, de 1977 à 1995. Sous évidemment Jean Ressier, qui était alors le maire de Châlons. Et il s'est particulièrement illustré en développant les offres pour la jeunesse chalonnaise. Et je voulais évidemment renouveler mes condoléances à sa famille, et en particulier auprès de sa fille, Marie-France, qui se trouve être une agent de notre collectivité. Je voulais également signaler, et vous l'avez tous probablement vu, le décès récent de figures chalonnaises. Je pense à William Pini et à Roland Irola notamment. Je vous propose la nomination d'un secrétaire pour la séance, Monsieur Gabriel Michel. Je vous informe que nous avons reçu les procurations de Martine Lisola pour Natacha Niquez, de Lise Magnier pour Augustin Delavenne, de Pascal Michel pour René Doucet, de Martine Raguetli pour Elisa Cheyer, de Maxime Gérardin pour Safia Hamla et de Madame Sécar Marx pour Monsieur Gabriel Michel. Approbation des PV des séances des conseils précédents, la séance du 19 juin 2025. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce PV ou des remarques, pardon? Il n'y en a pas. Et pour la séance du 3 juillet 25, même résultat, même résultat. Vous avez dans les informations au conseil municipal les délégations du maire classiquement. Et je vous propose maintenant de passer aux délibérations avec une première délibération que va nous présenter Martial Sauvière. Monsieur le maire, chers collègues, il est demandé le 11 juillet 2025 la rétrocession d'une concession funéraire pleine terre accordée le 1er février 2012 pour 50 ans au cimetière du Sud. Les conditions légales sont remplies. La rétrocession entraîne un remboursement calculé sur la durée restante. Après application des règles en vigueur, le montant à rembourser s'élève à 261,56 €. Il est donc proposé, chers collègues, d'accepter la rétrocession. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Il n'y en a pas. La délibération numéro 1 est donc adoptée. Nous passons à la numéro 2, Monsieur Doucet. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Le 19 décembre 2024, notre conseil municipal a adopté le contrat de gouvernance entre la communauté d'agglomération et la ville de Châlons-en-Champagne. Ce contrat règle les conditions de mise en place, tant du point de vue financier que fonctionnel, de l'administration unique. Après une année 2024 très dense pour nos services, l'ensemble des équipes ayant dû mener de front leur activité et la préfiguration des nouvelles directions, l'administration unique a, comme vous le savez, été mise en place au 1er janvier dernier. Depuis lors, un temps important a été consacré par l'ensemble des encadrants au management, à la formation des agents sur leurs nouveaux postes, suite à une mobilité interne très conséquente, ainsi qu'à l'uniformisation et l'amélioration des pratiques, par exemple pour le recrutement ou les promotions internes. Le comité des exécutifs, prévu par le contrat de gouvernance, s'est réuni pour la première fois le 1er avril 2025 et à nouveau le 10 juillet. Lors de cette deuxième réunion, il a examiné et approuvé à l'unanimité un certain nombre d'ajustements des annexes du contrat de gouvernance. Un avenant à ce contrat devant ainsi être soumis à notre conseil et au conseil communautaire qui en délibérera lors de sa séance du 27 novembre prochain. Depuis le 1er janvier, les différentes directions des services ont pu en effet mettre en œuvre le calcul des clés de répartition des charges de l'administration unique et éprouver leur pertinence et leur justesse. Les changements proposés ne modifient en rien l'esprit et les modalités du contrat de gouvernance, mais adaptent à la marge les clés de répartition en prenant en compte quelques omissions, des changements de dénomination des services, notamment l'espace citoyen, et quelques ajustements mineurs de coefficients ou de portage de la dépense avant refacturation
entre les deux entités. L'ensemble de ces éléments sont surlignés dans le contrat modifié qui est joint à la présente délibération. Il vous est ainsi proposé d'approuver les modifications des annexes du contrat de gouvernance et d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 au dit contrat. Je vous remercie. Merci bien. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Vattel. Juste une explication de vote. Comme je suis opposé à ce dispositif, je vote contre l'avenant, comme j'ai voté contre le texte initial. Ça marche. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas, pardon. Je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions? Une donc. Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération numéro 2 est donc adoptée. La 3, Monsieur Lebas. Monsieur le maire, mes chers collègues, chaque année, Madame le trésorier municipal nous transmet une liste d'admissions en non-valeur ou en créances éteintes de créances qui sont devenues irrecouvrables. Aussi, il nous est proposé d'admettre en admission en non-valeur 1 782,06 €. Vous avez le détail par exercice et par catégorie de créances. Ça concerne essentiellement le budget principal. Elle nous propose aussi d'éteindre des créances pour 1 439,50 € et vous avez la ventilation par année également et par catégorie. Merci, Monsieur Lebas. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous délibérons sur la 3. Des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération numéro 3 est donc adoptée. La numéro 4, demande de garantie d'emprunt, Nova Habitat. Thomas Dubanché. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération vise donc à signer la convention pour pouvoir faire des garanties solidaires sur les 2 emprunts que va souscrire Nova Habitat, à la fois pour la construction d'une extension et pour la réhabilitation de son nouveau siège qui sera situé au 31 boulevard Hippolyte Faure. Et il s'agit donc pour le montant cumulé de ces 2 emprunts d'un montant de 6,5 millions d'euros pour une durée de 30 ans et il nous est demandé de garantir 50% de ce montant. Merci bien. Y a-t-il des questions? Monsieur Lamure. Oui, je profite de cette délibération afin de me renseigner tout simplement. Existe-t-il une charte éthique à Nova Habitat comme ça peut se faire chez Reims Habitat? Cette charte permettrait tout simplement, ou permet tout simplement, comme ils le font a priori à Reims, d'engager le bailleur social vis-à-vis de la collectivité, notamment en contrepartie de la signature de cette charte, dont ça permet tout simplement de garantir à la collectivité l'emprunt. Ça permet également au bailleur de s'engager vis-à-vis de ses locataires, de ses fournisseurs sur différents aspects. Ça vous parle pas? Alors, je vais me retourner vers le président Lebas pour voir si ça existe. Moi, j'en ai jamais entendu parler, mais je n'en ai aucune idée. Et donc, je ne sais pas vous répondre. Personnellement non plus, je ne peux pas vous répondre. Mais a-t-on besoin d'une charte? Ça, c'est une question beaucoup plus large sur des tonnes de chartes que nous faisons en France, y compris dans nos collectivités locales et y compris à Châlons. On a beaucoup de chartes sur beaucoup de choses. Ça dépend des contenus. Le principe même de la charte n'est pas un problème en soi et qu'il y ait des engagements de la part du bailleur n'est évidemment pas un problème en soi. Donc, il faut regarder quels sont les contenus de la charte rémoise, mais ce n'est pas forcément inintéressant d'avoir ce type d'outil-là. Monsieur Namur, puis Monsieur Lebas. Alors, je donne l'exemple de la charte rémoise, comme ça peut être d'autres. Hein. L'idée, c'est vraiment, peut-être justement, suite aux épisodes que l'on a connus l'année dernière, où les liens se sont peut-être un petit peu distendus sur certains points, notamment par rapport aux charges locatives. Non, mais cette charte permet tout simplement, dans certains cas, d'apporter une transparence visible de toutes et de tous sur tous les aspects. Alors, il n'est pas complètement impossible que nous ayons un auditeur attentif sur Internet, puisque je viens de recevoir un texto du directeur général de Nova Habitat. Et j'imagine qu'effectivement, ces chartes intègrent normalement ce qu'on appelle le droit de réservation des collectivités locales. Vous savez que lorsque nous garantissons les emprunts, ça nous donne, en tant que collectivité locale,
un droit de réservation sur 20% des attributions des logements. Et les collectivités locales exercent ou n'exercent pas ce droit-là. Traditionnellement, dans les zones qu'on va qualifier de très tendues, en Île-de-France par exemple, ces attributions sont effectivement exercées par les collectivités locales. Vu la tension pour le moins très relative que nous avons sur le marché, nous n'utilisons pas à Châlons ce droit de réservation de 20%, et c'est Nov Habitat qui gère finalement nos réservations dans son contingent classique, je dirais, en dehors évidemment du contingent État. Et c'est peut-être ça aussi comme élément complémentaire qu'il y a dans le document que vous évoquez. Donc on va regarder la charte en question et on reviendra vers vous évidemment si nécessaire. Monsieur Vattel. Oui, je n'ai pas les réponses non plus, mais en général, les chartes, ça fait plaisir à ceux qui les font signer, ça ne sert pas à grand-chose d'autre. Mais bon, peu importe, c'est pas pour ça que je voulais intervenir. C'est un peu ce que sous-entendait Monsieur Lebas lorsqu'il est intervenu, a priori. Mais on peut être d'accord au moins une fois par année, hein, pas excessif. Mais bon, peu importe. Non, la remarque que je voulais nous faire, c'est que, à ma mémoire, les taux qui nous sont proposés sont les plus élevés. Plus 0,7 au-dessus du livret A, c'est les plus élevés qu'on ait eu depuis bien longtemps. Je ne sais pas quels sont, c'était 0,4 les fois d'avant. Bon, alors, mais bon, peu importe, c'est un constat que je fais remarquer. Je ne sais pas quelle est la banque qui est derrière, mais tous les doivent se mettre d'accord ensemble, de toute façon. C'est tout, je fais cette remarque-là. Ouais. Voilà, c'est exactement ce que j'allais répondre. En fait, là, vous êtes sur le financement de l'extension rénovation du futur siège social. Ce n'est pas de l'habitat. Donc, nous avons, et c'est normal, des taux de livret A différenciés en fonction des 3 catégories de logement social, le PLUI, le plus et le PLS. En fonction de ces 3 produits-là, vous avez des taux différents qui, évidemment, sont plus intéressants en PLAI et moins intéressants en PLS. À partir du moment où sur un autre produit que du logement social, il est moins aidé par ce qu'on appelle les aides de circuit, à savoir ce différentiel de taux proposé sur le livret A, ce qui est assez logique. On aide beaucoup le logement, on aide un peu moins le bureau, c'est assez cohérent. Monsieur Lebas. Oui, je voudrais rajouter quand même que dans ce projet, sur les 6,5 millions que l'on demande, il y a la construction de 15 logements sur cette emprise, qui sont compris dans ce montant. Ce n'est pas que le siège social, il y a également 15 logements. OK. Monsieur Vattel. Donc la démonstration faite par le maire est moitié bonne, quoi. Si non. Mais peu importe, c'est pas la question. Vous calculez mal, puisque vous aurez donc pas en tête une cote-part. Qui a une cote-part, et donc mécaniquement, on doit avoir un bout de taux à 1,04 traditionnel que vous avez évoqué, un bout de taux supplémentaire pour le bureau qui doit faire une moyenne à 0,70. Mais ça n'empêche pas que demander la garantie d'emprunt à un organisme comme l'Office HLM, c'est vraiment rassurer les banques qui sont très 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 fileuses. Mais bon, ça c'est un autre problème. Alors, on peut même aller plus loin dans le propos sans forcément être désagréable avec certaines banques. C'est qu'en l'occurrence là, en plus c'est une banque qui dépend directement de l'État, en l'occurrence. Mais, un, c'est la vie, et 2, ce sont les conditions du livret A, puisque je vous rappelle que le livret A est une collecte de l'argent des Français, donc on veut qu'il soit en utilisation ultra sécurisée, ce qui légitime ce qu'on vient d'évoquer. Et 2, nous n'en avons pas besoin à Châlons, mais c'est payé très peu cher, 20% de droits de réservation, ce qui, dans certains territoires, vaut excessivement cher. Pour avoir en tête, un droit de réservation à Paris se vend autour de 110 000 €. Donc quand vous avez 20% de droits de réservation, ça vaut beaucoup de sous. Ce n'est pas les payer très très cher pour une simple garantie d'emprunt, dont objectivement, la mise en œuvre est quand même assez rarissime. Voilà. Y a-t-il d'autres points? Ah oui, pardon, j'oublie un élément complémentaire, Monsieur Vattel. N'oubliez pas que dans le logement social, le taux de fonds propres demandé est très faible, puisqu'on demande 10% de fonds propres et 90% de dette à l'opérateur, quand sur des foncières privées, on demande 50% de fonds propres, 50% de dette, donc ce qui légitime aussi des prises de garantie qui sont différentes. S'il n'y a pas d'autres points sur ce débat-là, je vous propose de délibérer en l'absence effective
de Monsieur Lebas et de Madame Niquez, qui sont effectivement tous les deux sortis. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération numéro 4 est donc adoptée. La 5, le rapport de gestion de la SEMCHA, Monsieur Chauvière. Monsieur le maire, chers collègues, conformément aux articles du CGCT, il vous est demandé de vous prononcer, après débat, sur le rapport de gestion concernant la SEMCHA pour l'exercice 2024, joint en annexe de la délibération, qui est marqué par une prise de participation de 34% dans la SAS patrimoniale chalonnaise, la mise en service des étages 2 et 3 du bâtiment 53 à Chanzy, vendu des bureaux au bâtiment Haute-Merdieu et un local rue Grande Étape, lancer des travaux sur Chanzy 2, améliorer ses revenus locatifs. Sur le plan financier, le chiffre d'affaires atteint 3,61 millions d'euros, soit une augmentation de 8,45, surtout grâce à la gestion locative. Le résultat net passe de moins 43 000 en 2023 à plus 22 000 en 2024. Le produit d'exploitation a une augmentation de 9% et de charge de 4%. Le résultat financier, moins 458 000 euros, c'est lié donc à de nouveaux emprunts. Et le résultat exceptionnel, plus 269 000 euros, principalement grâce aux subventions et ventes d'actifs. Chers collègues, il est proposé d'approuver le rapport de gestion 2024. Merci bien. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vous propose de délibérer en l'absence effective de messieurs Matt et de madame Magnier. On va attendre que monsieur Matt sorte effectivement. Je vous propose de délibérer sur la 5. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La délibération numéro 5 est adoptée. La 6, monsieur Chauvière. Monsieur le maire, chers collègues, conformément aux articles du CGCT, il vous est demandé de vous prononcer après débat sur le rapport de gestion joint en annexe de la délibération. En 2024, la production photovoltaïque et éolienne a diminué de 10 à 20% à cause des conditions météo sans baisse de disponibilité des équipements. La CCI Marne-Ardenne est entrée au capital, 5,92%, portant celui-ci à 5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires atteint 97 000 en légère baisse par rapport à 2023. Le résultat comptable est bénéficiaire de 104 000 avec 149 000 de produits financiers. L'Assemblée générale ordinaire a décidé du premier versement de dividendes, soit 80 000 euros. Le résultat a été affecté à la réserve légale aux dividendes et à un solde de 19 000 euros. Il est proposé, chers collègues, d'approuver le rapport de gestion 2024 de la Société champenoise d'énergie. Merci. Y a-t-il des remarques? Monsieur Matt. Oui, avant de sortir, si vous me le permettez, monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais faire un peu en synthèse ce que sont aujourd'hui donc la SEMCHA et les SCE. Vous l'avez noté au travers du rapport, des deux rapports qui nous ont été présentés par Marcel Chauvière, que la SEMCHA joue vraiment son rôle d'investisseur économique, d'aménageur du territoire en 10 ans. C'est 40 millions d'euros d'investissement, c'est quasiment 1000 salariés qui tous les jours viennent travailler dans l'un de nos patrimoines et on est présent sur du rez-de-chaussée commercial, on est présent sur de l'immobilier tertiaire, sur de l'immobilier donc industriel et puis surtout nous arrivons, lorsque nous travaillons avec nos deux actionnaires publics, la ville et l'agglomération, et réussir à accueillir de nouvelles entités qui créent de l'emploi au niveau des services publics et tout ça pour le développement de notre territoire. J'aime à rappeler que la SEMCHA, c'est une équipe de 7 personnes qui fournit un gros travail au quotidien et je les en remercie très sincèrement pour tout ce qui est fait, pour tout ce qui va continuer de faire, tout ce qui va être continué dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, puisque nous avons une feuille de route donc plutôt chargée. Concernant la Société champenoise d'énergie, sa création un peu plus récente, elle fêtera ses 10 ans là au mois de décembre. Et comme ça a été rappelé par monsieur Chauvière cette année, en tout cas sur l'exercice 2024, nous versons nos premiers dividendes. Et c'est l'engagement que nous avions pris lorsque nous avons créé cette société, c'était de pouvoir amorcer donc un virage dans nos investissements, donc dans nos prises de participation dans des sociétés, c'est de mettre de l'argent public et surtout faire en sorte que le capital donc devienne rentable et puisse générer
donc des retombées financières au travers de versements de dividendes de ses actionnaires. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et j'en suis donc ravi. Mais ce n'est pas seulement que des dividendes qui sont versés. La ferme solaire Hawk, qui nous a permis de construire une ferme solaire, de fournir une énergie donc renouvelable à une partie de notre population, c'est également de l'IFER, c'est de l'imposition forfaitaire sur les équipements de réseau. Et donc en 5 ans, donc cet IFER a permis aux 2 collectivités, Ville et Agglo, de toucher 160 000 € de recettes fiscales. C'est également un loyer de 6 000 € donc par an qui est versé depuis 2020. Donc ça fait des sommes d'argent qui commencent à être plutôt donc intéressantes quand on les met bout à bout, sachant que le parc donc solaire de Melette, c'est une durée de vie donc d'environ donc 20 ans. Donc je vous laisse calculer donc les sommes qui reviennent directement donc dans la comptabilité pour le plus grand plaisir de notre collègue donc Gérard Lebas. Et puis n'oublions pas que la SCE, c'est également 49% de l'actionnariat donc de Chloé qui permet de décarboner l'équivalent de 10 000 logements. Et tout investissement confondu, aujourd'hui, on est capable donc d'approvisionner en énergie donc renouvelable donc l'équivalent de 40% de notre population. Et donc à l'issue de la présentation de ces 2 rapports, ça me semblait très important de pouvoir rappeler ces chiffres clés et puis peut-être de permettre à certains de nos collègues qui aiment bien les chiffres, qui des fois tournent en boucle sur toujours les mêmes chiffres, leur dire que nous avons 2 sociétés qui ont également des chiffres clés pas inintéressants. Donc si dans les interviews diverses et variées sur les réseaux sociaux, ils veulent des éléments complémentaires pour valoriser les belles réalisations de notre territoire, je me tiens bien évidemment à leur disposition pour leur fournir tous les ingrédients nécessaires pour une belle interview. Vous êtes trop bon, monsieur Matt. Merci beaucoup de cette intervention. Je voudrais effectivement profiter de l'occasion aussi pour nous féliciter collectivement des investissements de la SEMCHA, des investissements de la SCE et des premières retombées de dividendes positives pour la ville de Châlons. Au-delà de ces dividendes-là, ce sont des débats que nous avons déjà eus avec un certain nombre d'entre vous. Le modèle de la SCE ou le modèle de la SEMCHA sont des modèles d'avenir pour nos collectivités locales. Nous sommes des habitués aux subventions. Nous sommes beaucoup moins habitués aux investissements. La grande différence entre les deux, c'est qu'une subvention, on ne la reverra jamais, alors qu'un investissement, nous avons un bilan en face de l'argent que nous avons mis et nous avons potentiellement des dividendes. Ça change radicalement la donne et ce sont donc des modèles évidemment intéressants. Et je voudrais féliciter Jérôme, l'ensemble des élus du conseil d'administration, Stéphanie Baudry, la directrice, et l'ensemble des équipes de la SEMCHA et de la SCE. Nous sommes habitués les uns et les autres, moi le premier, à les moquer dans nos jokes classiques entre les uns et les autres. Mais le travail qui est réalisé ces dernières années par ces 2 outils est un travail formidable qui va dans le bon sens et sur lequel il faudra qu'on essaie les uns et les autres de continuer à travailler. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Nous allons donc demander à monsieur Matt, et en l'absence de Lise Magnier, de quitter la salle pour ce rapport de gestion 24 de la SCE. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Ces rapports sont adoptés. Rapport numéro 7, monsieur Janssen. Monsieur le maire, chers collègues, la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 26 juin dernier afin d'actualiser le transfert de charges entre la communauté d'agglomération et les communes du territoire pour l'année 2025. Conformément aux dispositions du Code général des impôts, ce rapport doit être validé par l'ensemble des conseillers municipaux concernés à la majorité qualifiée. Pour ce qui concerne la ville de Châlons-en-Champagne, le montant définitif de l'attribution de compensation pour 2025 s'élève à 3 120 638 € et se compose en 2 parties, donc 3 122 000 d'attribution positive de droit commun et 2 323 € d'attribution négative en droit croisé. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce rapport et le montant arrêté pour l'année 2025. Merci bien. A-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Nous délibérons sur la 7, pardon. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Il n'y en a pas. La 7 est donc adoptée. Nous passons à la 8, monsieur Lebas. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de la mise en place d'une convention partenariale FEDER pour Connect Châlons. Dans le cadre de Connect Châlons, la construction de la plateforme centrale
et mutualisée de données, de services, s'appuie sur la mise en place de très nombreux outils informatiques, l'hyperviseur, superviseur métier, etc., qui sont mis en place par le chef de file du groupement de commande, à savoir la ville de Châlons. Vous savez bien que c'est un groupement entre la ville de Châlons, avec Fanières, Saint-Martin et l'Aglo. Et le chef de file donc est la ville. D'où la convention qui permet à la ville de percevoir la globalité des subventions à charge pour elle, en particulier des subventions du FEDER, à charge pour elle de les reverser à ses partenaires dans un délai de 2 mois. Vous avez le détail des dépenses et des subventions attendues, ventilées par collectivité. Elles figurent dans la délibération ainsi que dans la convention. Et sachez que cette convention s'étend sur la période d'exécution, à savoir du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028. Voilà, je vous demande de valider cette convention. Merci, Monsieur Lebas. Y a-t-il des questions? Madame Guyot. Monsieur le maire, chers collègues, le dossier du projet Connect Châlons porte l'ambition d'une ville plus intelligente qui mutualise les ressources et les investissements sur des technologies numériques avancées. Je salue cette volonté de rendre le service public plus efficace, mais je tiens à rappeler combien les attentes de nos concitoyens en matière de transparence, de bilan et d'adaptation aux besoins quotidiens sont forts. Sur la vidéoprotection, qui est un pilier du dispositif, associé à un centre de supervision censé améliorer la sécurité publique et la réactivité des équipes d'intervention. À ce jour, sauf erreur de ma part, aucune information chiffrée n'est disponible sur l'impact réel de ces investissements. Aussi, pouvons-nous obtenir un bilan détaillé du nombre d'enquêtes résolues, d'infractions ou de situations à risque effectivement élucidées ou gérées grâce à la vidéoprotection depuis la mise en œuvre de ces dispositifs? Sur l'éclairage public, la délibération évoque la modernisation et la gestion connectée de l'éclairage public. Plusieurs habitants, notamment des usagers circulant tôt le matin ou tard le soir, font part des difficultés à se déplacer lorsque l'éclairage est totalement coupé, notamment en hiver. Dès lors, il paraît essentiel de poser quelques questions. Y a-t-il une étude ou une réflexion en cours pour tester un dispositif d'éclairage à la demande ? Par exemple, un éclairage déclenché au passage des piétons ou modulé selon la fréquence du passage, afin de concilier nécessité de sobriété énergétique et sécurité des déplacements, en particulier pour les personnes contraintes de circuler en horaire décalé. Je vous remercie de vos réponses et de l'attention portée à mes demandes. Merci, Madame Guyot. Y a-t-il d'autres questions? Non. Madame Mottet, pour quelques éléments de réponse, s'il vous plaît. Oui, en effet. Donc, concernant l'éclairage public, le projet Connect Châlons nous a permis de mener une réflexion sur une adaptation on va dire de l'extinction de l'éclairage public la nuit, notamment parce que on a extrêmement modernisé l'éclairage public. On a transformé, on est passé en LED sur quasiment l'ensemble de tous les mâts, ce qui a permis déjà de générer énormément d'économies d'énergie. Et nous avons donc décidé de mener une réflexion pour effectivement adapter l'extinction de nuit, ce qui permettra de répondre à un certain nombre effectivement de signalements de citoyens qui pouvaient éprouver des sentiments d'insécurité. Donc c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place très prochainement dans les semaines à venir au passage de l'heure d'hiver. Voilà. Marcel, sur la vidéoprotection. Oui, sur la vidéoprotection. Donc, la ville, comme vous le savez, est donc équipée de caméras de vidéoprotection au nombre de 102, auxquelles nous apportons actuellement donc de la verbalisation en surplus. Sur le bilan à l'année, nous l'apporterons donc pour la prochaine fois, le bilan sur cet état, ce que vous demandez, donc le nombre de verbalisations, les problèmes traités par la police ou la gendarmerie sur les faits, et donc vous seront rapportés.
Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je vous propose qu'on puisse délibérer sur cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Oui, en l'absence de Rudy Namur. Effectivement, merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 9. Monsieur Janssen. Permettez-moi pour ces trois délibérations de les mutualiser dans une seule présentation. Donc les trois prochaines délibérations concernent la mise en œuvre de procédures mutualisées d'achat public menées en coordination avec la communauté d'agglo de Châlons-en-Champagne et les communes membres. Concernant le marché de fourniture de produits de déneigement, afin d'assurer la continuité de prestations hivernales, il est proposé de relancer le marché de fourniture à compter du 1er décembre 2025. Ce marché sera conduit dans le cadre d'un groupement de commandes avec la ville de Châlons et la communauté d'agglomération, ainsi que plusieurs communes du territoire. Concernant les fournitures de plantation d'arbres et d'arbustes, il s'agit du lancement d'un groupement de commandes et d'appels d'offres pour la fourniture et plantation à compter du 1er janvier 2026, permettant donc l'achat d'opérations de plantation urbaine et d'aménagement paysager. Concernant la fourniture de cartes accréditives pour l'achat de carburant et péages autoroutiers, procédure adaptée aussi pour la fourniture de cartes destinées au déplacement des véhicules et des services municipaux et intercommunaux. L'idée étant de simplifier la gestion des frais de déplacement et de centraliser les dépenses. Et donc proposer au conseil municipal d'approuver les conventions constitutives et ces groupements de commandes et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes afférents. Merci bien, monsieur Janssen. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, je profite de la délibération numéro 10 pour évoquer le problème des arbres récemment plantés, particulièrement aux Grévières, puisque c'est le quartier où j'habite, qui sont majoritairement morts, apparemment. Première question, ces arbres ont été plantés au printemps, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure période pour les planter. Et la deuxième question, c'est quid de ces arbres morts? Est-ce qu'ils vont être remplacés? Est-ce qu'ils sont garantis? Parce que je suppose que ça représente un certain coût. Je vous remercie. Merci de votre question, monsieur Delavenne, pour vous répondre. Oui, effectivement. Donc ces arbres, ils ont été plantés sur des périodes faites par des professionnels. Donc oui, il y a deux périodes de plantation. Il y a juste avant l'hiver, donc l'automne, voilà, et à la sortie d'hiver, ça s'appelle le printemps. Et c'est donc deux périodes propices pour pouvoir faire des plantations. Je ne suis pas Nicolas le jardinier, mais pourtant je sais qu'à peu près dans un certain nombre de guides, on peut le voir. Donc on fait confiance à ces professionnels. Néanmoins, vous avez raison, il y a un certain nombre d'arbres. Et ce qui concerne les Grévières, vous habitez là-bas. Nous avons un autre collègue qui aussi, comme vous, nous alerte régulièrement là-dessus. Ces arbres sont sous garantie de reprise. Ils seront replantés là à l'automne. Gratuitement et pris en charge par l'entreprise qui a procédé, comme d'ailleurs sur d'autres lieux dans le territoire. Et en gros, je peux vous dire que nous en avons 1000, un petit millier qui, entre les deux dernières saisons, vont être replantés, puisqu'effectivement, ils ont malheureusement périclité. Merci Augustin le jardinier. Je vous propose de délibérer sur donc la 9, 10, 11. Nous devons désigner nos représentants à ces groupements de commandes, qui seront donc Jackie Deliège et Jean-Marie Foggia comme suppléants, comme d'habitude. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces trois désignations de ce tandem pour les trois délibes, la 9, 10, 11 ? Pas de sujet. Et sur les délibérations elles-mêmes, 9, 10, 11, des oppositions pour la 9, des abstentions. Même vote pour la 10, même vote pour la 11. Les trois délibérations sont donc adoptées et nous passons à la 12, monsieur Janssen.
Le 22 mars 2025, lors du carnaval, une équipe de propreté urbaine utilisant un souffleur électrique pour regrouper les conflits à proximité du 28 rue de Chastillon ont décollé un petit bout de crépi d'une façade déjà en état de vétusté avancée. Au moment des faits, la ville de Châlons-en-Champagne n'était pas encore assurée en raison des difficultés rencontrées nationalement par les collectivités pour la souscription d'un contrat d'assurance. Elle l'est à nouveau depuis le 1er avril 2025. Un rapport d'expertise contradictoire a estimé le montant des dommages à 1 142 €. Afin d'éviter toute procédure contentieuse, il est proposé d'établir un protocole d'accord transactionnel entre la ville, le sinistré et son assureur, la MAF Assurance, pour régler amiablement ce dossier. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la prise en charge du sinistre pour le montant cité de 1 142 € et d'approuver le protocole transactionnel annexé, autorisant Monsieur le maire à signer ainsi que les actes nécessaires à son exécution. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous délibérons donc sur la 12. Des oppositions, des abstentions. La délibération numéro 12 est donc adoptée. Nous passons à la 13. Madame Niquez. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération s'inscrit dans le cadre du dispositif d'aide au commerce qui avait été voté le 13 avril 2021. Donc ce soir, 3 dossiers sont présentés. Le premier dossier concerne la modernisation du salon de coiffure à Hérévaux, qui est situé sur le faubourg Saint-Antoine. Il s'inscrit dans le deuxième volet du dispositif qui permet d'accompagner le développement de commerces existants. La société déménage son activité dans la même rue, dans un local qui sera plus grand et qui lui permettra de développer un espace bien-être. Il sera proposé en nouveauté des soins tels que de la manucure, onglerie, mais également des massages. Le montant des travaux d'investissement est de 28 375 € hors taxe. Nous accompagnons à hauteur de 20% dans la limite de 10 000 €, ce qui représente 5 675 € de subvention. Les 2 autres dossiers concernent le troisième volet du dispositif qui consiste à accompagner les dynamiques du centre-ville. La SARL Champaline, qui est l'enseigne L'Amicaline, et la SAS Le Marché, qui est l'enseigne Le Comptoir de la Licorne, sont accompagnés par la collectivité pour prendre en charge le changement de la toile de store de leur établissement. Il s'agit de mettre en cohérence les couleurs de leur store avec celles de leur mobilier de terrasse pour lequel les établissements ont bénéficié d'une mise à disposition par la collectivité cet été. Cet accompagnement s'inscrit dans la continuité des interventions déjà réalisées place de la République et plus globalement dans le secteur piéton au bénéfice des bars et restaurants disposant d'une mise à disposition de mobilier de terrasse. Le montant d'accompagnement sont respectivement de 4 501,20 € et 3 778,80 €. Depuis la mise en place du dispositif d'aide municipale au commerce en 2021, le montant des subventions attribuées s'élève à 644 553,27 €, dont 477 821 € pour la création de nouvelles activités, 78 205,65 € pour le développement d'activités existantes, et 74 246 € pour l'accompagnement des mutations du centre-ville et 14 280 € pour l'accompagnement des porteurs de projets. Je vous demande d'accepter cette délibération. Je vous remercie. Merci bien. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas sur la 13. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Et donc la 13 est adoptée. Je vous propose de passer à la 14. Madame Pindavoine. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'attribuer 3 subventions pour le monde associatif sportif. La première pour le Coca-Clut qui organise le centenaire du club le 25 octobre 2025 au Cirque de Châlons. Il vous est proposé d'attribuer 2 000 €. La deuxième pour le club Saint-Jean-Pétanque qui organise le championnat de France de pétanque doublette mixte au Capitole du 26 au 28 juin 2026. Il est proposé d'attribuer une subvention de 35 394 € qui correspond à la prise en charge de la location des halls 1 et 2 du Capitole et de la location de matériel. Et la troisième subvention pour l'association chalonnaise de vol à voile qui a organisé le 11 août dernier un concours de planeurs interrégional jeunes pilotes moins de 25 ans. Et il est proposé d'attribuer 1 000 €. Merci.
Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, chers collègues, petite question dont vous allez sûrement pouvoir m'apporter la réponse. Pour ce qui concerne la première subvention, c'est 2 000 € pour 20 000 € de budget. Et la deuxième, c'est 1 000 € pour 21 387. Pourquoi un écart? Enfin, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour le fait qu'il y ait un tel écart? Ou est-ce que, comment vous appliquez les critères? Enfin, voilà. Est-ce que c'est une demande du club? Est-ce que... Alors, on regarde, c'est par rapport à la demande du club. La première, ils avaient demandé de mémoire 2 500 € et donc on a accordé 2 000. Et la deuxième de mémoire, c'était 1 500 leur demande et on a attribué 1 000. Voilà. Et en fait, on regarde en fait par rapport au budget, par rapport à ce que eux, le club apporte, les financements qu'ils ont différents et par rapport à ce qu'ils financent sur l'opération. Et on regarde aussi l'importance de l'opération. Alors, toutes les manifestations sont importantes, bien évidemment, mais on regarde aussi par rapport au public qui est attendu sur ce genre de manifestation. On regarde aussi voilà, si on attend beaucoup de monde ou pas. Voilà, on regarde tous ces critères-là. Merci. Y a-t-il des questions complémentaires? Il n'y en a pas. Je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La délibération est donc adoptée. Délibération suivante, la 15, donc, Madame Audin. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération concerne un complément de subvention concernant le ravalement de façade de Monsieur Didier Levasseur au 31 rue de Flockmanie. Le coût total des travaux subventionnels du ravalement est de 18 279 €. Un versement de 2 147,25 € a été effectué après délibération du conseil municipal du 10 octobre 2024. Suite à de nouveaux éléments apportés par le propriétaire, pour la partie de rénovation de façade, qui est une façade en craie, il est demandé à l'Assemblée d'approuver une subvention complémentaire pour un montant de 1 545 €. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vous propose de délibérer sur la 15. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération 15 est donc adoptée. La 16, Monsieur Dubanché. Oui, monsieur le maire, chers collègues, la délibération 16 porte sur le service de trottinette en libre service que nous avons donc sur la ville et maintenant sur quelques communes avoisinantes. On avait lancé l'expérimentation en 2021 qui était permise par la loi L'Homme sans mise en concurrence et en 2022 on a dû faire, du coup, puisqu'on souhaitait continuer avec ce service-là, une mise en concurrence à travers un appel à manifestation d'intérêt sur lequel nous avions délibéré pour accorder, du coup, cette autorisation d'occupation du domaine public à la société Bird, que l'on avait notamment choisi pour ses critères à la fois de gestion, mais aussi d'attention sur la sécurité et la bonne gestion en termes d'occupation, du coup, du domaine public pour avoir des trottinettes qui soient convenablement garées dans les espaces dédiés à cet effet. On a eu un démarrage un petit peu poussif qui a presque terminé par une opération qui périclite puisque la gestion de la flotte n'a pas forcément donné satisfaction sur la première tranche du coup de cette période de 3 ans. Et puis ensuite, on a un développement qui s'est opéré notamment par la gestion par l'association Esquiae, qui a permis de monter en utilisation et qui aujourd'hui, sur le mois d'août et le mois de septembre, a permis jusqu'à 6 000 utilisations par mois de ce service de trottinette en libre service et qui nous a aussi permis d'étendre sur la fin de l'été le service aux communes donc de Fagnières, de Saint-Martin-au-Pré et de Saint-Mimi. L'échéance de l'autorisation d'occupation du domaine public est prévue pour cette fin d'année, mais le droit nous permet de prolonger d'1 an, et c'est tout l'objet de cette convention, sous condition que l'équation économique initiale pour l'opérateur choisi ne soit pas réunie. Et donc, comme l'opérateur Bird nous a fourni les documents, informations nécessaires, et notamment eu égard à la situation dont je parlais en début d'opération sur
sur notre territoire. Les justifications nécessaires pour porter cette délibération, vous proposant donc simplement l'extension sur une année supplémentaire du service, et à l'issue de cette année, il s'agira de renouveler du coup un appel à manifestation d'intérêt si nous voulons poursuivre avec ce service de trottinette en libre service sur le territoire. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Je vous propose de délibérer sur la 16 en l'absence de Monsieur Janssen, qui est donc effectivement sorti. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? La délibération numéro 16 est donc adoptée et nous passons à la... Pardon, Monsieur Namur. Oui, après vote, je me permets juste une petite réflexion, une petite remarque. Il y a toujours un problème de sécurité avec les trottinettes, quelle qu'elle soit. Vous allez me dire, mais peut-être que revoir la prévention dès le plus jeune âge ne ferait pas de mal. Merci. Je me demande s'il n'y a pas une charte du domaine public, sans mauvaise plaisanterie par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure, et dont chacun mesure que l'opposabilité est toute relative, que avec la procureure, vous l'avez peut-être en tête, nous avons signé à la foire de Châlons, et pas plus tard qu'hier, nous en rediscutions avec Martial Chauvière, ici présent, de la procédure pour mettre en place ce qu'on appelle le rappel à la loi. Et typiquement, c'est ce type d'outils qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Chacun sait bien qu'on peut verbaliser, on le fait dès qu'on a effectivement un flagrant délit, entre guillemets, d'une personne, mais ça nous permettra d'aller un peu plus loin avec ce type d'outils-là. Et puis ensuite, derrière, on sait tous, même si c'est très compliqué de se contenter de dire ça, que c'est avant tout une question de bon sens, de civisme, voilà. Et parallèlement à ça, on sait tous qu'il y a une facilité à rouler sur le trottoir. Beaucoup de cyclistes le font. Ça peut même m'arriver de temps en temps. Donc voilà, on sait bien que c'est compliqué d'y arriver. Mais là-dessus, les consignes qui ont été données à la police municipale sont très claires. Il s'agit effectivement d'être ferme. Et dès qu'on a un flagrant délit, c'est-à-dire qu'il faut évidemment attraper la personne en train de rouler sur le trottoir, il faut mettre un PV de façon systématique sur ces questions-là. Monsieur Vattel. Simplement pour faire remarquer que, vu l'état de nos trottoirs, le problème de rouler sur les trottoirs, ça va être vite réglé. On peut effectivement en débattre, et j'imagine que vous aurez l'occasion d'en débattre à un moment ou à un autre dans les semaines et les mois qui viennent. Je rappelle juste peut-être quelques éléments, puisque nous avions eu, je crois, il y a quelque temps, un débat et des questionnements sur les études que nous faisions sur l'état général de la voirie chalonnaise. Et vous vous rappelez probablement que nous avions lancé une enquête, comme on l'avait fait il y a une dizaine d'années, pour objectiver les choix que nous faisons dans la priorisation des investissements voirie qui sont les nôtres. Cette enquête a été refaite. L'avantage de cette enquête, c'est qu'elle classe le nombre de voiries en très mauvais état, bon état, très bon état. On vous passera à chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, les résultats de cette enquête, et vous verrez qu'en l'espace de 10 ans, l'état général de nos voiries s'est fortement amélioré, et c'est pas nous qui faisons l'enquête, hein, c'est évidemment un cabinet extérieur dans les deux cas qui fait l'enquête en question. En 2015, nous avions 30% des voiries qui étaient jugées en très mauvais état, elles ne sont plus que 14%, et en 2015, nous avions 17% des voiries qui étaient jugées en bon état, elles sont maintenant 30%. Donc il y a une amélioration. Ça ne signifie pas qu'on pourra en faire 10 fois plus pour que tout soit en état magnifique, mais enfin, je constate simplement que des tiers extérieurs, pas nous, des tiers extérieurs constatent qu'on a une amélioration très significative de la qualité de nos voiries. On vous fera passer évidemment l'étude qui l'indique.
S'il n'y a pas d'autres points là-dessus, Monsieur Vattel, peut-être. C'est le problème de toutes ces études. Le problème des études, c'est que parfois le ressenti n'est pas le même. Hein, On ne fait pas la politique sur du ressenti, mais sur de la vérité, Monsieur Vattel. C'est plus efficace en général. Non, mais on pourrait passer du ressenti sur plein de sujets. Il se trouve que le ressenti, moi, je me fais interpeller régulièrement par le trottoir devant chez les gens, pas forcément, ou emprunté par les personnes, et c'est pas du tout le ressenti qui est transmis. Je pense que vous avez les mêmes remarques que moi. Enfin, c'est pas. Je cherche pas, je dis pas aux gens que je croise. Vous avez raison, Monsieur Vattel. Ce que je vous propose donc, c'est de vous transmettre l'étude. Comme ça, à chaque fois qu'on vous posera cette question-là, vous ne manquerez pas d'indiquer à tous ceux qui vous la posent que les résultats, en l'occurrence des études, montrent cette amélioration très significative. Je ne doute pas un seul instant que vous répondrez en ce sens à l'ensemble des interlocuteurs que vous rencontrerez à cette occasion-là. Et je répète un point qui me paraît évidemment très très important, et peut-être plus encore dans des situations compliquées que nous traversons. Je crois que, pour reprendre ce que vous évoquez, je crois que c'est Talleyrand qui disait qu'en politique, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Il a raison dans son constat. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il n'en demeure pas moins que nous devons nous essayer, dans nos décisions de politique publique, dans l'engagement que l'on fait de l'argent public, de le faire en fonction du réel et peut-être pas du ressenti. Monsieur Castillo a levé la main également. Oui, alors c'est vraiment une question. Alors je suis très intéressé effectivement par les résultats de l'étude, parce qu'effectivement dans la presse locale cette semaine, il y avait un article fort intéressant sur la question des déplacements doux, et notamment vélo, trottinette, etc. Alors ça, c'est un peu comme la sécurité, hein. Il y a toujours la question de la sécurité et de l'insécurité et du sentiment d'insécurité. Je suis un assidu utilisateur d'un deux roues, et c'est vrai que il y a quand même des points noirs à Châlons. On ne va pas les résoudre d'un coup de baguette magique. Je suis bien d'accord avec vous. Ceci étant dit, le sentiment d'insécurité sur les deux roues, je ne parle pas des trottinettes, j'utilise pas, mais effectivement, parfois, voilà. Là, il y a pas de charte, mais il y a un code de la route. Bon, voilà. Il est quand même, quand on interroge les Chalonnais, complexe, et qu'effectivement, il y a quand même des endroits dans notre belle ville où il est compliqué. Alors, on va sur les trottoirs. Moi, j'évite d'y aller trop, mais où c'est compliqué. Donc, il y a un sentiment d'insécurité à vélo qui est quand même réel. Alors après, voilà, il faut regarder au cas par cas, et c'est pas avec un sentiment d'insécurité qu'on résout les problèmes, mais quand même, ça compte. Le journal que vous évoquez, enfin l'article que vous évoquez cette semaine, qui fait état de 5 points noirs, sont évidemment 5 points noirs tout à fait identifiés. Et quand chacun connaît les points noirs en question, que ce soit la place de Verdun, le carrefour Saint-Jean, enfin, etc., on voit l'extraordinaire complexité de traiter ce type de points-là. Et c'est vrai qu'avant d'avoir une place de Verdun sécurisée pour les vélos, c'est pas gagné d'avance. Donc j'espère que lorsqu'on refera l'avenue de Valmy, on pourra traiter une partie de ce point noir-là. Mais c'est vrai que voilà, quand on pense au carrefour Saint-Jean, à la place de Verdun, on voit tout de suite que ces 5 points noirs à résorber seront très compliqués pour les cyclistes. Et donc là encore, vous avez pleinement raison. Tout n'est pas parfait en la matière, loin s'en faut. Je partage complètement votre double analyse à l'un et à l'autre sur le fait qu'on a une sensibilité très forte à ces questions de voirie en ville et d'état des routes en ville, qu'on a des symboles, exemple la rue de la Marne, qui de ce point de vue-là pollue les ressentis que vous évoquiez. Je voulais simplement signaler que là, on a une forme de démonstration flagrante qu'il y a une différence importante entre le ressenti et la réalité. Ça ne veut pas dire que la réalité est merveilleuse, mais ça veut dire qu'il y a quand même une différence substantielle entre les deux. S'il n'y a pas d'autres points sur la 16, je vous propose de passer à la 17. Monsieur Guillemot. On a fait voter la 16 ou pas? Oui, c'est après vote, la remarque. Oui. La 16, la 17, Monsieur Guillemot.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, comme vous le savez, la ville de Châlons a adhéré en 2020 à la SPL Modulo, qui veut dire Mobilité Durable Locale, par une délégation du conseil municipal du 10 juillet 2020, afin de faire appel aux services proposés par celle-ci. Je rappelle que Modulo est en réalité une société publique locale dédiée à l'écomobilité, qui permet notamment aux structures publiques qui souhaiteraient en être actionnaires, et c'est le cas de Châlons, de développer la mobilité durable en élargissant leur périmètre géographique grâce à l'interopérabilité entre les différents systèmes. Modulo, en tant qu'aide à maîtrise d'ouvrage, développe son offre auprès de ses adhérents, comme Châlons, en passant un accord cadre à marché subséquent pour optimiser la fourniture des bornes pour véhicules électriques et hybrides, et conseille ses membres et les aide dans l'acquisition de nouvelles bornes. Je précise aussi que le syndicat intercommunal d'énergie de la Marne, le SIEM, la Fédération d'énergie des Ardennes, mais également d'autres collectivités, la métropole du Grand Nancy, évidemment, donc, et la ville de Châlons, ont intégré Modulo grâce à des augmentations de capital ou cessions d'actions successives. Donc la ville de Châlons a signé ce contrat de quasi-régie donc à cette occasion en 2020. Le Code général des collectivités territoriales prévoit donc la remise d'un rapport que vous avez dans votre dossier avec tout un ensemble d'informations relatives au fonctionnement de cette SPL, et il vous est donc proposé de vous prononcer et d'approuver le rapport annuel du mandataire si annexé sur l'activité de la SPL Modulo dont nous sommes actionnaires. Et je précise que Émilie Motet en est une des chevilles ouvrières. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Nous délibérons l'absence effective d'Émilie Motet qui vient de sortir. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération 17 est donc adoptée. La 18, monsieur Delaveine. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération porte sur une demande de la société Métarn, exploitant une unité de méthanisation à Saint-Étienne-à-Arnes, dans les Ardennes. L'entreprise souhaite modifier son plan d'épandage du fait d'une augmentation des matières traitées. Cette évolution conduit à inclure de nouvelles parcelles situées sur le territoire de Châlons-en-Champagne pour une surface totale de 44 hectares. Le dossier respecte l'ensemble des prescriptions environnementales, distance de protection, période d'interdiction et suivi agronomique. Les commissions compétentes ont toutes deux rendu un avis favorable, estimant que ce projet ne présente pas d'impact environnemental notable et s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et de valorisation des déchets organiques. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la modification du plan d'épandage. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Vattel. La question des épandages, c'est une bonne chose. Les épandages, il n'y a rien à dire contre ça, mais il y a quelques effets notables qui ne sont pas que de l'impression, ce sont les odeurs. C'est pas une impression d'odeur, c'est une réalité. Alors je sais que c'est particulièrement compliqué pour les agriculteurs et pour les sociétés qui épandent, parce que il existe des réglementations qui sont impraticables. Il y a des Parisiens qui ont dû jamais voir un champ et qui ont dit qu'il faut faire comme ci, comme ça. On ne peut pas faire. On ne peut pas être dans deux véhicules à la fois et enterrer aussi vite que ce qu'on a épandu, ce qu'on vient d'épandre. C'est pas possible. Ceci étant dit, je ne sais pas comment, parce que là c'est une question ouverte à laquelle je n'ai pas la réponse. Je le reconnais. Comment on peut faire que lorsque il fait beau chez nous, on ne soit pas obligé de fermer les fenêtres pour pouvoir respirer? Alors ça arrive pas tous les ans, ça dépend de la météo évidemment, mais c'est particulièrement gênant et compliqué à supporter. Donc je pose cette question. Effectivement, il y a des périodes pour l'épandage, que j'ai vu que c'était 30 jours après ou avant. Enfin, il y a des règles techniques qui s'imposent à ces sociétés-là, mais est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter à ces contraintes réglementaires des souhaits pour que, à la fois, on ne soit pas accueilli par des
par des odeurs qui sont pour le moins repoussantes. Bon, poser la question n'est pas trouver la solution. J'avoue avoir toujours une forme d'inquiétude par le type de suggestion que vous venez de faire, qui a un côté toujours plus. On reproche souvent, le monde agricole reproche souvent à la France de surtransposer les directives européennes et de rajouter de la contrainte à la contrainte. Vous ne proposez pas une contrainte supplémentaire, opposable en tout cas, puisque vous suggérez quelque chose qui ressemblerait à une charte d'épandage, c'est-à-dire quelque chose de non opposable. C'est grosso modo ce que vous nous avez indiqué. On peut effectivement regarder, hein, je ne suis pas fermé du tout à ça, mais là encore, il y a des règles. Si chaque collectivité locale commence à rajouter les propres siennes, c'est vrai que ça devient d'une complexité assez effrayante pour les uns et pour les autres. Et puis, mais c'est aussi une acceptabilité commune que nous devons avoir les uns et les autres. Nous sommes tous collectivement engagés sur des démarches radicalement différentes en termes de production et de consommation d'énergie pour les années qui viennent, pour substituer aux énergies fossiles des énergies qui ne soient pas fossiles. C'est le cas de la méthanisation. La méthanisation génère des digestats, qui donc génèrent de l'épandage, qui donc génèrent les contraintes olfactives que vous venez d'évoquer. Et on voit bien que toutes les énergies renouvelables ont d'une façon ou d'une autre vont générer de nouvelles contraintes qu'il va falloir pour partie accepter. Et puis quand on vit en proximité de campagne, mécaniquement on a aussi les conséquences de cette proximité-là. C'est plutôt une bonne chose dans 99% des cas. Puis de temps en temps il y a des conséquences négatives. Il faut aussi qu'on fasse avec. On ne pourra pas effectivement organiser nos sociétés pour que tous les aspects négatifs soient comblés ou soient gommés par des législations quelles qu'elles soient. Je le crains malheureusement. Juste rajouter qu'effectivement, en tout cas dans le cas de la méthanisation, une grande partie des composés odorants sont quand même effectivement dégradés dans le digesteur. Donc, en tout cas, au niveau de la méthanisation, le digestat et tout ce qui est épandu est quand même beaucoup moins odorant qu'un certain nombre d'autres engrais qu'on peut sentir effectivement aux alentours de Châlons. Mais voilà, en tout cas, on estime, et ça c'est des professionnels qui l'estiment moi quand même, qu'au niveau méthanisation, ce qui ressort de ces unités est quand même beaucoup moins odorant que d'autres engrais. S'il n'y a pas d'autres remarques, Pardon. Je ne participe pas au vote. D'accord. Je vous propose de délibérer. Et donc, sur la délibération numéro 18, nous avons la non-participation au vote de Madame Audalbert. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il n'y en a pas. La 18 est donc adoptée. La 19, Madame Mottet. Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville de Châlons-en-Champagne est propriétaire de 150 kilomètres dont elle doit assurer la gestion. Elle est responsable de la protection et de la préservation du domaine public routier. Ses responsabilités s'inscrivent en général dans le cadre d'un règlement de voirie qui définit les principes et les modalités d'intervention. Le règlement de voirie communale de Châlons avait été approuvé en 1991 et il nécessite aujourd'hui d'être mis à jour, notamment en raison de l'évolution du contexte urbain, technique et réglementaire. La nouvelle version du règlement de voirie communale devrait être validée en conseil municipal après avis d'une commission présidée par Monsieur le maire. L'avis de cette commission est consultatif. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver la création de la composition de la commission consultative qui est détaillée dans la délibération. Étant précisé que cette commission se réunira au minimum 2 fois et selon les indications mentionnées également dans la délibération. Il est donc proposé au Conseil de prendre acte de la nécessité de réfléchir au nouveau règlement de voirie communale et d'approuver la création de la commission consultative dont la composition vous est proposée dans la délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Guyot. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur quelques points qui méritent, à mon sens, un approfondissement dans le cadre de l'élaboration de ce nouveau règlement de voirie.
Je salue la volonté de moderniser et d'actualiser ce règlement, essentiel au regard des évolutions du contexte urbain. L'approche de concertation est à encourager, notamment via la commission proposée. Cependant, je constate que la composition retenue dans cette commission omet certains acteurs pourtant essentiels à la réussite et à la légitimité de cette démarche. La concertation se limite aux élus, à l'administration, aux concessionnaires de réseau, à des représentants de l'agglomération ou de département. Or, les usagers de la voirie, les riverains et les associations de quartier ne sont pas explicitement associés à la réflexion. Ne serait-il pas opportun d'ouvrir davantage cette commission à la société civile ? Les riverains et les usagers du domaine public sont directement concernés par les travaux, les aménagements, les interventions sur la voirie. Leur expérience du terrain et leurs attentes devraient nourrir nos décisions dans un esprit de démocratie locale et de transparence. Cela permettrait de prévenir les tensions et d'améliorer l'acceptabilité des projets, notamment pour les travaux impactant la circulation, le stationnement ou la sécurité au quotidien. Il serait également, à mon avis, judicieux d'assortir ce travail d'une communication proactive vers les habitants, information sur les modalités de concertation, invitation à formuler des contributions écrites ou orales, organisation de réunions publiques. Voilà pourquoi je vous propose de revisiter la composition de la commission et à garantir une place aux habitants dans cette démarche pour une gestion de la voirie vraiment partagée, moderne et inclusive. Merci. Merci bien. Monsieur Castillo. À propos de effectivement la composition de cette commission, donc on a la composition donc à la fin de la délibération. Peut-on faire acte de candidature? Comment cela se passe-t-il? Et voilà. Deux points, si vous le voulez bien, pour répondre à la question de Monsieur Castillo. Alors, ça fait partie des bizarreries réglementaires ou législatives, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une désignation par le conseil municipal des élus qui nous représentent, mais d'un arrêté pris par le maire. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, le maire doit désigner 3 personnes. Ce que je voulais suggérer, c'est que ce soit plutôt 3 élus de la commission des affaires économiques, du développement durable et de l'aménagement urbain, qui soient nos 3 représentants. Et dans l'idée, c'était plutôt d'avoir 2 représentants de la majorité et un représentant de l'opposition, aux oppositions de se mettre d'accord entre elles pour nous fournir un nom. L'idée étant que ce soit plutôt des membres de la commission que je viens de citer. Et il se trouve que celui qui vient de prendre la parole est le représentant de l'opposition dans cette commission-là. De là où vous autodésignez sur le sujet, je n'irai pas jusque-là, mais il n'est pas complètement incohérent que vous soyez le représentant, mais je laisse les oppositions le décider entre elles. Premier élément. Deuxième élément, Madame Guyot, je suis assez sensible à votre remarque. Alors, pour rappel, ce règlement de voirie, c'est comment on fait les travaux. Donc, c'est pas comment on utilise la route. Hein. C'est pas les usagers de la route. C'est la façon dont on organise nos travaux sur la route. Et donc, l'idée de la représentation des usagers est pas inintéressante. Je mets un petit bémol. Je vous rappelle quand même, et je sais que c'est un détail pour beaucoup d'élus, que nous représentons les citoyens. Quand même pas oublier ce qu'est le fonctionnement de la démocratie. La démocratie, c'est que les citoyens votent pour désigner des représentants. Les représentants, c'est nous. Et donc ceux qui représentent dans beaucoup de nos institutions les usagers divers et variés, c'est nous. Donc on peut à chaque fois effectivement désigner en plus en considérant que nous ne servons à rien puisque nous ne sommes pas considérés comme des représentants des usagers, mais quand même, souvenons-nous que notre métier, notre fonction, notre raison d'être, c'est de représenter les gens. Bon, parenthèse fermée par rapport à ça. Il n'en demeure pas moins, effectivement, que la représentation d'un certain nombre d'autres institutions que les officiels que nous sommes ou que les sociétés qui sont évidemment indispensables peut être intéressant. Et donc, on va regarder ça. Peut-être que des structures comme Avenir de Roue ne seraient pas inintéressantes
dans ce type de commission. Donc on va regarder effectivement si on peut modifier les choses et à minima les inviter, enfin j'en sais rien, on va voir ce qu'on peut trouver, mais peut-être que ce type d'institution serait intéressante pour nous apporter leur expertise et puis peut-être aussi, pour dans une certaine mesure, nous obliger nous-mêmes à penser, exemple au vélo, lorsque l'on fait des routes, maintenant c'est devenu systématique et c'est vraiment bien intégré, notamment au sein de nos équipes, mais c'est vrai qu'avoir un petit peu de pic de temps en temps nous évitera de faire quelques bêtises comme il nous est arrivé d'en faire. Martine Raguetli n'est pas là ce soir pour nous le rappeler. Donc je le fais pour elle. Donc on va effectivement regarder ça pour essayer de répondre à l'attente qui est la vôtre. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur la 19, Monsieur Vattel? Oui, simplement pour répondre à une de vos interrogations indirectes, j'ai rien contre, et je suis même plutôt pour que ce soit l'élu de la commission, en l'occurrence M. Castillo, qui soit le représentant des oppositions. Ça me ferait même très plaisir. Je ne voulais pas mêler, chacun l'aura bien compris, des débats entre les oppositions, tel n'était pas mon propos en la matière. C'est évidemment à la majorité, quelque part, de désigner ses représentants, mais c'est évidemment aux oppositions qu'il revient de désigner ses représentants. Madame Guyot. Pas d'opposition non plus pour Monsieur Castillo. Ben écoutez, nous faisons l'unanimité derrière Monsieur Castillo ce soir. C'est à noter dans vos tablettes aux uns et aux autres. Est-ce que Monsieur Michel, vous avez éventuellement un désaccord pour Monsieur Castillo ou pas? Pour pas que toutes les d'opposition pour oppositions s'expriment bien. Pas d'opposition pour Monsieur Castillo. Monsieur Abdelli, bon, merveilleux. Merveilleux, unanimité totale ce soir pour la désignation de Monsieur Castillo. Un esprit nouveau souffle sur les oppositions chalonnaises. C'est bien. Ouais. Madame Albert, c'est bon, pas autre chose, c'est parfait. Je vous propose donc, nous avons délibéré sur la 19, non? Je vous propose donc de délibérer. Et je prends donc l'engagement, vu la demande pressante de l'ensemble des oppositions, de désigner, puisqu'il s'agit d'une désignation, de désigner M. Castillo. Je vous propose de délibérer. A-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. La délibération 19 est donc adoptée. Nous en avons terminé presque avec le conseil municipal du soir. Vous avez reçu... vous avez 3 communications dans le Conseil, et puis nous avons reçu 2 questions diverses, et je vous propose de passer à la première, en donnant la parole à Monsieur Dominique Vattel. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors, vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux, entre autres, mais peut-être ailleurs, il y a en ce moment une belle campagne du gouvernement, alors je vais l'appeler Macron 2 post-dissolution, qui vante l'aide de 70 € versée par l'État en faveur des jeunes de 14 à 18 ans, réservée malgré tout aux bénéficiaires de l'ARS, donc de l'aide à la rentrée scolaire, donc il y a des conditions financières, prenant une licence dans un club sportif. Ça passe un peu partout en ce moment. C'est la reconduction d'une partie d'une décision des années précédentes, revalorisée de 20 €. L'an passé, c'était 50 €. L'objectif est noble et juste, il faut le dire. Il cherche à permettre aux jeunes qui n'en ont pas les moyens de pouvoir quand même pratiquer du sport organisé, avec tous les bienfaits pour eux-mêmes, pour les clubs et pour la vie en société. Hein, chacun le comprend. Alors bien sûr, cette campagne, qui n'est pas là pour ça, oublie un très gros détail. Alors probablement, et là c'est un commentaire, je le reconnais, décidé dans le cadre de ce qui était la justification, alors que je dis de façade, de son action, le gouvernement précédent, du précédent gouvernement, à savoir protéger l'avenir des générations futures et des jeunes générations. Ce gouvernement numéro 2 a supprimé, en catimini, par arrêté
ou des crèches, je ne sais pas laquelle était la bonne méthode, mais ils avaient le droit de le faire, la même aide aux jeunes, aux mêmes catégories d'enfants, donc sous condition de revenus, ayant 6 à 13 ans, qui pouvaient en profiter l'an dernier. Ce sont pourtant les jeunes en plein dans les générations que disait vouloir protéger le gouvernement numéro 2, mais enfin, passons. Alors, la question de ce soir vise à remplacer pour ces jeunes de 6 à 13 ans, avec les mêmes conditions de ressources, l'aide de l'État préexistante de 70 € par une aide municipale du même montant. La suppression de cette aide risque trop de pénaliser ces jeunes enfants, leur club et la vie sociale de nos quartiers, à contrario. Alors, pour préciser ma demande, je souhaite que nos services étudient le nombre d'enfants potentiellement concernés, le coût que cela pourrait représenter, à partir du nombre ayant bénéficié de cette aide l'an passé. Les clubs, je pense, ou nos services doivent pouvoir nous le dire. Et on pourrait augmenter ce chiffre d'un pourcentage qui pourrait être consécutif à une campagne d'information que nous mènerions le moment venu. Et rien d'ailleurs ne nous empêcherait de faire connaître en même temps un peu plus l'aide dont bénéficient les aînés en question. À partir de ces éléments, je sollicite, donc c'est le sens de ma question, que nous ayons dans les prochains documents de votre dernier budget, puisque ce sera le dernier, du moins de cette mandature, sauf si, par un hasard incroyable, vous vous représentiez à la prochaine élection, mais ça, nous ne le saurons que plus tard, beaucoup plus tard, ai-je lu quelque part, et bon, enfin c'est tout. Et donc, on pourrait mettre une ligne prenant en compte le financement de cette aide, alors inclus directement dans les propositions que vous nous ferez, ou ce sera un amendement que je vous proposerai le moment venu, mais avec des éléments chiffrés palpables pour qu'on puisse décider en toute connaissance de cause. Je vous dis merci d'avance pour les jeunes en question. Monsieur Namur. Et quelle décision néfaste et incompréhensible, surtout quand l'héritage des Jeux paraissait être un enjeu national majeur. Quel coût à nouveau porté à cet héritage des Jeux? En premier lieu, sur les enfants des familles modestes, surtout à l'âge où, quelque part, à cet âge stratégique, où c'est dès l'enfance qu'ils prennent l'habitude et le goût de la pratique sportive. Donc, bien entendu, nous rejoignons la proposition faite par Dominique Vattel. Nous soutenons également les propos tenus militants par les différents conseils départementaux olympiques et sportifs qui composent le territoire national, et notamment le GDOS de la Marne qui s'est battu pourtant pour maintenir le passeport pour les 6-13 ans. D'autres communes ont fait le choix de le remplacer. Alors une nouvelle fois, cette proposition va pallier à un défaut de l'État, mais je pense que c'est bénéfique pour nos enfants. Monsieur Michel. Monsieur le maire, chers collègues, alors, a priori, l'étude par nos services du nombre d'enfants concernés et du coût induit ne me paraît pas à écarter. Mais effectivement, je pense que la ville n'a pas vocation à combler toutes les carences et tous les désengagements de l'État. Et d'autre part, il faut souligner qu'il existe un autre dispositif porté par les caisses d'allocation familiale qui, dans une certaine mesure, peut faire doublon avec le passeport dans son ancienne comme dans sa nouvelle version. Puisque les CAF proposent un forfait loisir pour les jeunes de 3 à 17 ans et son attribution dépend du quotient familial. Donc le périmètre des ménages bénéficiaires est plutôt similaire à celui des attributaires potentiels du passeport. Donc je pense que les deux dispositifs étant cumulables, il ne m'apparaît pas strictement nécessaire d'instituer une aide municipale supplémentaire. Je vous remercie. Madame Guyot. Pour ma part, je voterai bien sûr en faveur de ce vœu, car il me semble
répondre à une vraie urgence sociale. Et si notre ville peut pallier, eh ben, ce sera une très belle chose. Merci bien. Je vous propose de passer la parole à Madame Panavoine pour vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Nous partageons pleinement le constat que vous faites tous les uns et les autres. La disparition du passe-sport pour les 6-13 ans est une mauvaise nouvelle, effectivement, pour les familles, pour les enfants et pour le monde associatif. Le sport, vous le savez, est un levier de cohésion sociale et de santé publique. Pour autant, la ville de Châlons ne peut pas, à chaque retrait ou recentrage de l'État, se substituer à lui. Ce serait créer un précédent dangereux. Nous assumons une politique sportive ambitieuse aujourd'hui par le biais des subventions. Pour vous rappeler, on donne 1,6 million d'euros de subventions aux clubs, aux associations. Mise à disposition d'équipements, accompagnement des clubs. On accompagne aussi pour les événements sportifs et à l'éducation physique dans les écoles. Et on investit environ 400 000 euros tous les ans pour rénover les équipements sportifs ou en créer de nouveaux. Nous resterons donc vigilants sur les conséquences de cette mesure nationale. La ville continuera donc d'agir pour le sport pour tous, mais dans le cadre de nos compétences. Et pour information, donc j'ai les chiffres que ça représente. Il y a eu pour les 6-13 ans 1119 passes sport sur la ville de Châlons. Et donc si on prend le nouveau chiffre qui n'ont pas les 70 euros, mais celui, l'aide financière qui était de 50 euros par enfant sur le précédent dispositif, ça représente donc 55 950 euros. Merci. Peut-être un ou deux points complémentaires. On a évidemment, lorsque cette décision a été annoncée, pris la tâche des différents clubs pour mesurer ce que ça représentait pour les uns et pour les autres. Dans les remontées que nous avons à ce stade, je dis bien à ce stade, il ne semblait pas qu'il y ait eu un effet de désinscription dans les clubs. Et donc nous n'avons pas, quand on a 80 gamins qui bénéficiaient dans les 6-13 ans, je crois que c'est 80 pour par exemple la Renaissance Gym, il n'y a pas moins 80. Donc il n'y a pas d'effet, semble-t-il, je dis bien semble-t-il à ce stade, sur les clubs. Ça veut donc dire que soit les aides de la CAF qu'a rappelé Gabriel Michel ont quelque part pris le relais, même si elles étaient cumulatives, ou ça signifie peut-être qu'il y avait aussi une part de phénomène, entre guillemets, par ce type d'opération. Donc, en tout cas, et je dis bien à ce stade, on n'a pas ressenti de baisse dans les inscriptions des associations sur la dizaine d'associations, qui sont évidemment les plus importantes de Châlons que nous avons consultées. Monsieur Vatel. Oui, pour ma part, directement, je n'ai connaissance que de demandes d'étalement, quand il y a plusieurs enfants, du paiement de la... Ce qui est fréquent. Ce qui était déjà le cas. De la licence. Hein, bon. Donc, au-delà de ça, je voudrais quand même rajouter le côté cynique de cette campagne, parce qu'en ce moment, en même temps qu'on discute de ça, il y a une grande campagne où l'État fanfaronne pour dire je vais vous donner 20 euros de plus. C'est fantastique. Alors, comment ils font? Comme d'habitude, comme l'État fait tout le temps, il fait payer les 20 euros de plus aux 50 euros qu'ils gagnent sur les 6-13 ans. C'est d'un cynisme phénoménal, mais bon, ça, on va dire que c'est le gouvernement numéro 2. Hein, donc, le numéro 3, qui a été sauvé aujourd'hui, va faire pareil. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, ce point-là est, pour moi, relativement choquant. Évidemment, on ne peut pas se permettre de remplacer l'incurie de l'État partout, tout le temps. Ça, on va encore avoir des choses à payer dans le budget qui va être discuté par les députés, puisque c'est eux qui vont tout décider maintenant. Mais il y a quand même dedans, dans le projet, un certain nombre de factures pour les communes qui vont effectivement nous compliquer la vie, ça c'est, on peut pas dire l'inverse. Mais c'est quand même de qui on parle là? C'est de la petite enfance. C'est pas
effectivement, on ne peut pas le faire pour tout, mais je pense, pour ce qui me concerne, que la petite enfance mérite cet effort supplémentaire-là. Et puis, nul doute que si notre député arrive à faire revenir le gouvernement sur cette mauvaise décision, eh bien, on la retirera, hein, puisque tout va bien aller maintenant, depuis ce matin. Alors, simplement, et je terminerai, j'avais prévu d'autres choses, mais je vais terminer par une généralité. Je revendique et je m'honore à être ce que j'ai annoncé vouloir être lors de la séance d'installation de notre Conseil en 2020, une opposition constructive. Ça me donne le plaisir et l'avantage, d'ailleurs, d'être critiqué assez souvent pour cela, mais bon, c'est la vie. Pourriez-vous, au moins une fois, dans cette mandature, être une majorité constructive? Et ma demande, ce soir, vous le reconnaissez, elle est juste et utile, du moins un certain nombre d'entre nous la jugent juste et utile. Vous le savez, alors, même si l'idée n'est pas de vous, essayez de l'accepter, s'il vous plaît. Alors, plusieurs remarques générales, à mon tour, si vous le voulez bien. On a déjà eu le débat à plusieurs reprises, donc on ne va pas le revoir ce soir, sur les tendances que nous avons aujourd'hui dans beaucoup de collectivités locales de prendre l'État comme le bouc émissaire d'à peu près tout, de considérer que seul l'État doit faire des efforts et que nous n'avons pas à en faire. Nous pouvons évidemment considérer ça les uns et les autres. Nous n'avons pas la même approche les uns et les autres de la dépense publique, et pour ce qui me concerne, je trouve normal, légitime, sain que nous participions les uns et les autres à ce juste effort sur la dépense publique. Mais si l'effort qui est fait par l'État, je dis effort parce que évidemment c'est l'État qui prend les coûts quand il prend les décisions qu'il prend. Je ne vais pas refaire le débat sur tous les débats qui sont actuellement sur le plan national, mais évidemment c'est lui qui fait les efforts, donc c'est lui qui prend les coûts. Si à chaque fois qu'il fait ça, nous compensons, nous, la baisse de la dépense publique d'un côté par une hausse de la dépense publique de l'autre, bah, au bout du bout, ça ne fait pas une baisse de la dépense publique. Alors c'est vrai, j'entends ce que vous dites, on peut essayer par objet, par tel ou tel type de décision, de compenser des choses qui sont effectivement compliquées à entendre, et se dire que l'enfance, la petite enfance, mériterait effectivement un effort de notre part. Mais je rejoins ce qu'évoquait Floriana Pindavoine à l'instant. Nous serions une ville qui ne fait pas grand-chose pour le sport, je pourrais l'entendre. Nous serions une ville qui ne fait pas grand-chose pour le sport à l'école. Floriana vient me réindiquer que nous avons des dispositifs particuliers pour la ville de Châlons sur le sport à l'école, et nous réfléchissons, je vais demander de regarder, de benchmarker ce que font d'autres collectivités locales qui s'appellent souvent l'école municipale des sports, que le maire de je ne sais plus quelle commune, c'était où, je t'avais dit? Bon, peu importe. Bon, de regarder effectivement comment on va pouvoir travailler différemment en la matière, parce qu'on sait tous que le sport est indispensable en termes de cohésion sociale, en termes d'occupationnel des enfants, mais aussi en termes de prévention de l'obésité et de l'ensemble d'une problématique de santé. Donc j'entends bien le registre que vous évoquez, mais je ne crois pas souhaitable d'aller dans cette direction-là. Qui plus est, on regardera, et peut-être qu'il faudra se reposer la question dans 3 mois, les conséquences sur les effectifs du club, parce que c'est ça la vraie variable. Si on a une chute, il faudra se poser sûrement la question de façon différente. Aujourd'hui, ce que l'on constate, et c'est constaté, Raphaël Blanchard, adjoint au maire en charge du sport à Reims, nous l'évoquait dans un message il y a quelques instants, ce qui veut dire que des Rémois nous suivent dans nos conseils municipaux. Je le remercie de ça. Nous avons effectivement aujourd'hui beaucoup de demandes, semble-t-il, que vous avez évoquées vous-même, d'étalement de paiement. Là encore, il faut juste qu'on vérifie si c'est des jauges supérieures aux années précédentes, parce que c'était déjà le cas aussi des années précédentes. Donc, il faut qu'on regarde l'impact effectif que ça a eu dans nos clubs. Si on a un impact massif, si 100, 200 gamins ne se sont pas inscrits alors qu'ils étaient inscrits les années précédentes, il faudra réagir, je suis d'accord avec vous.
Attendons d'en savoir un peu plus, me semble-t-il, pour ce faire. Enfin, pour ce qui concerne l'opposition constructive, je confirme qu'effectivement, vous êtes dans une opposition constructive. Certains vous le reprochent, d'autres, c'est probablement notre cas, vous le reconnaissent. Et effectivement, si nous étions tous un peu plus constructifs, opposition comme majorité, beaucoup de débats, notamment nationaux, se vivraient de façon différente. Je note d'ailleurs, et c'est super intéressant de voir la façon dont se passent nos conseils, où globalement quand même 95% des délibérations sont votées à l'unanimité. À l'agglo, c'est exactement la même chose, et on voit bien qu'on n'a pas dans nos conseils ces formes d'opposition un peu plus peut-être stériles que nous avons au national, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la majorité, ça dure de tout temps, comme ça, malheureusement. Mais pour ce qui concerne la majorité constructive, je vous rappelle que nous avons à plusieurs reprises accepté des vœux. Je crois qu'au dernier conseil municipal, nous avons accepté le vœu de Madame Guyot, au dernier conseil municipal. Ce soir même, nous avons 2 vœux présentés par les oppositions. Nous n'avons pas voté, Madame Guyot a présenté tout à l'heure une forme d'amendement, pas un vœu, puisqu'il arrive dans quelques instants, sur pour le, comment s'appelle, la mise en place d'un élément supplémentaire dans le cadre de la commission sur la voirie. Nous l'avons accepté sur son principe. Donc j'espère que nous sommes une majorité tout aussi constructive que certains le sont dans l'opposition. Monsieur Vattel. Une dernière intervention pour contester votre réponse. Parce que moi, je veux bien qu'on dise tout le temps que c'est de la faute de l'État. Là, la décision, c'est une décision de l'État. Ouais, c'est factuel, il n'y a pas de la Lune. Et vous dites que ce serait toujours à l'État de faire des efforts. Là, moi, je vous demande un effort que vous refusez. Alors, il faudrait savoir. Je demande, c'est la faute de l'État, j'y peux rien. Et je vous demande de faire un effort. Donc votre raisonnement, il est habituel, c'est celui que vous nous faites à chaque fois. Bon. Et c'est quand même la première fois, depuis cette mandature-là, mais même peut-être depuis d'autres encore avant, où je demande qu'on se substitue à l'État. Donc c'est pas à chaque fois. C'est la première fois, parce que c'est la petite enfance, et que la petite enfance, c'est essentiel. C'est dans certains endroits marqué comme une priorité, même si ça ne l'est pas. Donc ça méritait ça. Bon voilà, je voulais rectifier un petit peu votre position dogmatique, on va dire, que vous avez faite. Si vous le souhaitez. Je le souhaite. Avec cette position dogmatique qui est la mienne, et cette position très ouverte qui est la vôtre, je vous propose de délibérer sur le vœu de Monsieur Vattel, qui est en faveur de ce vœu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient. La majorité n'aura donc pas été constructive et un morceau de l'opposition n'auront pas été constructifs. Je vous propose de passer au second vœu de la soirée. Madame Guyot. Monsieur le maire, chers collègues, j'ai été interpellée par de nombreux habitants du quartier des rues de la Malterie, de Vertu, de la Tonnellerie, ainsi que de la rue Simoneau, qui souhaitent interpeller le conseil municipal sur le permis de construire PC 0511, enfin je vous passe le numéro complet parce qu'il est très long, relatif à un projet de nouvelle construction collective. Ils expriment plusieurs préoccupations à ce sujet. Densification progressive du quartier par de nombreuses constructions ces dernières années, rue de Vertu, Malterie, Daniel Simoneau, avenue de Paris, vers le lycée Jean Talon, générant une augmentation des nuisances, bruit, circulation, impact sur la qualité de vie et la luminosité. Conséquence du réchauffement climatique et réduction des terres non construites qui aggravent l'îlot de chaleur urbain et diminue les espaces verts à proximité pour les habitants. Impact sur la faune, particulièrement des espèces protégées comme les hérissons et les oiseaux nicheurs présents sur la parcelle. Référence aux articles du Code de l'environnement. Problématique de stationnement insuffisant pour les nouveaux habitants au vu du nombre limité de places existantes dans le quartier, ce qui risque d'aggraver les difficultés déjà rencontrées par les riverains.
Dans ce contexte, pouvez-vous nous préciser quel dispositif la ville entend mettre en place pour prendre en compte ces alertes et préserver la qualité de vie des riverains? Quelles mesures sont envisagées pour garantir la préservation des espèces animales protégées présentes sur la parcelle concernée? Comment renforcer l'offre de stationnement et limiter les impacts de densification sur la circulation du quartier? Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ces interrogations portées collectivement par les collectifs de citoyens de notre ville. Merci Madame Guyot. Quelques remarques, si vous le voulez bien, d'abord générales et puis ensuite évidemment un peu plus précises au regard du dossier que vous évoquez. La question que vous posez est une question complexe et passionnante, véritablement passionnante, qui va nous occuper dans tous les conseils dans les 30 ans qui viennent. Il y a maintenant 5 ans, 6 ans, je ne sais plus, a été votée une loi dont j'ai perdu le nom, mais qui institue ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette des sols. La loi climat et résilience me souffle ma voisine de gauche. De gauche, c'était pas un jugement politique, hein, je le précise évidemment. Ce ZAN nous oblige d'ici 2030 à diviser par 2 nos consommations d'espaces naturels et à les supprimer totalement en 2050. Ça signifie une chose, que nous ne pourrons plus continuer ce que nous faisons depuis 10 000 ans, à savoir de l'étalement urbain. On ne va plus pouvoir grignoter champ après champ, forêt après forêt, comme nous le faisons depuis 10 000 ans. Et c'est une très bonne chose. Son application est difficile, elle est complexe, elle demande des réflexions de nos urbanistes et de nos équipes pour savoir comment on va le mettre en place. Simplement, si cette décision est très bonne pour le changement climatique, tout simplement parce que 42% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'étalement urbain, elle a une conséquence. C'est comme nous avons besoin de continuer à produire des logements, ce que nous faisions traditionnellement, c'est-à-dire construire des logements par étalement des villes, mais il va falloir le faire sur les villes elles-mêmes. Et on ne va pas pouvoir nous dire qu'il ne faut pas construire dans les dents creuses des villes, qu'il ne faut pas densifier les quartiers, et en même temps dire qu'il faut arrêter l'étalement urbain. Sinon, je ne sais pas où nous pourrons loger nos concitoyens. Et donc on a là une difficulté et des contradictions. On voit bien que nos populations, entre guillemets, sont de plus en plus réfractaires à la densité, veulent garder, à juste titre, du point de vue de leur quartier, les espaces un peu naturels qui existent, mais parallèlement à ça, 10 000 ans de vie et d'étalement urbain a été supprimé en 2016 ou 2015, je ne sais plus, de quand date cette loi. Et donc là encore, on est dans le paroxysme de nos contradictions. On veut tout et l'inverse de tout. On ne peut pas vouloir arrêter l'étalement urbain et en même temps refuser la densification des villes. C'est totalement incompatible, sinon on ne pourra plus construire 1 mètre carré de logement pour loger des gens qui en ont besoin. Et donc on a vraiment une contradiction totale entre ça, qui sera sincèrement parmi les sujets les plus complexes que nous aurons à traiter dans nos conseils face à nos habitants et à nos populations dans les 30 ans qui viennent. Alors ensuite, sur le dossier que vous évoquez, pour rappel aux uns et aux autres, il s'agit de la construction de 13 logements. 13 logements. On ne parle pas de 150 logements. C'est 13 logements. Je voudrais vraiment le rappeler. Deuxième élément, important aussi, bien évidemment, 13 logements qui sont de la reconstitution des opérations en rue. Parce que là encore, quand on démolit des logements sur l'îlot des Corallines ou sur le Verbeau, il faut reconstituer cette offre et on nous demande, et c'est légitime, d'en reconstituer une grande partie en dehors des quartiers en question pour créer de la mixité. Mais évidemment, les quartiers qui les accueillent sont peut-être moins favorables à.
Et pourtant, nous serons tous, dans cette Assemblée, j'imagine, favorables à la mixité en question. Enfin, troisième élément factuel, là encore, ce permis de construire a évidemment est passé par les fourches codines de notre administration et puis de celle de l'État. Donc a été vérifié si le nombre de places de parking correspondait bien au PLU, a été vérifié si effectivement les espèces que vous évoquez étaient présentes, protégées, non protégées, pour se poser ce type de questions-là, et idem en termes de densité, en termes de etc. Et il se trouve que d'après les analyses de la DDT et de nos services, ce permis de construire respecte notre PLU, celui qui a été voté ici. À partir du moment où un permis de construire respecte un PLU, ben, nous n'avons pas d'autre choix que de signer et de valider le permis de construire en question. Alors il n'en demeure pas moins qu'il y a des inquiétudes. Vous l'a souligné ce soir, nous avons reçu un recours gracieux aujourd'hui même, je crois. Aujourd'hui même, Christophe, ouais. Un recours gracieux sur ce dossier-là que nous examinerons. Nous allons évidemment demander à Novabitat, en charge de la construction de ces 13 logements, d'organiser la concertation nécessaire avec le quartier pour écouter, bien évidemment, les pétitionnaires et pouvoir leur répondre. Mais je rappelle un principe essentiel, qui certes n'est pas appliqué dans toutes les villes, mais nous espérons ici que notre métier est aussi de respecter le droit, que nous avons beau être en désaccord un jour ou l'autre avec telle ou telle construction, à partir du moment où le projet de construction respecte le PLU, nous n'avons pas la possibilité, et heureusement d'ailleurs, de nous y opposer. Je voudrais quand même rappeler aussi ces éléments-là, et puis je voudrais m'excuser auprès de Christophe Guilbault, parce que c'est lui qui devait répondre, mais comme ce n'était pas marqué sur mon dossier, il a préparé son truc pour rien, et je l'ai fait à sa place, et donc je m'excuse auprès de lui, parce que je viens de m'apercevoir que c'était pas moi de répondre. Y a-t-il, Monsieur Vattel? Là, c'est trop beau, j'adore ce secteur d'urbanisme-là, donc j'ai quelques remarques à faire. J'ai le souvenir d'un ministre du Logement, sûrement en partie parisien, qui avait l'idée de surélever les logements existants. Surélever les logements existants. J'en connais un qui avait eu cette idée-là. Je serais curieux de savoir ce que ça a eu comme effet concret. Bon, c'est tout. Nous avons travaillé aussi à Châlons un temps pour répondre à la création de logements, qui est une vraie question, et à l'absence d'étalement urbain à prévoir. On avait travaillé un temps, c'était M. Doucet qui avait dû travailler spécialement là-dessus, en tout cas qui portait le dossier, plus que les autres, sur les espaces de centre-ville au-dessus des commerces, qui sont souvent des espaces inutilisés. Parce que une époque, les commerces, les gens logeaient au-dessus, et donc il n'y avait pas besoin de faire des logements. Donc ça, je ne sais pas où on est arrivé sur cette réflexion-là, qui pourrait être une réponse sans amodier de sol. Et puis, il y a bien évidemment tout ce qui est rénovation et transformation de l'existant, parce qu'il faut savoir quand même qu'en 2050, 80-85% des logements qui existeront à cette époque-là existent déjà. Hein, c'est un fait, on ne va pas raser tout pour refaire au-dessus. Et puis j'ai commis un texte, ben c'est pour le prochain journal municipal d'ailleurs. Est-ce que la cité Saint-Pierre, qui devient disponible, ne pourrait pas répondre à cet objectif-là si on en faisait une réserve foncière, on commençait par en faire une réserve foncière. Voilà, il y a quelques pistes de travail, de réflexion à avoir pour répondre à la double obligation de loger et de ne pas détruire des terres ce qui peut s'expliquer si elles restent agricoles, parce que si c'est pour en faire autre chose, peut-être que ça se discute, mais ça c'est un autre problème encore. Dans l'urbanisme, j'aime trop ça, donc
je m'arrête là. Merci. D'autres remarques? S'il n'y en a pas par rapport aux différentes questions que vous venez de poser, monsieur Vattel, sur l'idée des commerces avec les logements qui sont vides dessus, je vous rappelle que nous avons initié ça, je crois, en 2014, à Châlons, que nous avons expérimenté ça à Châlons, et que c'est devenu un programme national porté par la Caisse des dépôts, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs du programme et dont on bénéficie aujourd'hui, qui s'appelle Action Cœur de Ville, pardon, et qui a été inventé ici et ensuite transposé sur l'ensemble du territoire national par la Caisse des dépôts. Pour ce qui nous concerne, je parle sous le contrôle des uns et des autres, je crois qu'on a acheté au total 27 immeubles, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, je dis peut-être de bêtises, pour nous permettre de restructurer les commerces en bas et effectivement de récupérer les mètres carrés vides qui étaient au-dessus. J'ai quelques exemples en tête. Il me semble qu'un journal assez célèbre a vendu un immeuble il y a quelques années sur Châlons et que nous avons fait ce type d'opération Place de la République. Il y a un immeuble rue des Lombards, vous vous en souvenez peut-être, il y a un certain nombre d'immeubles comme ça. Il y a le projet Plage Foch, compliqué, qui fait partie de cet ensemble de récupération de mètres carrés effectivement existants. Et donc il faudra le faire, vous avez raison. La surélévation d'immeubles, la restructuration globale d'immeubles avec surélévation est quelque chose qui fonctionne assez bien sur le plan national, mais pas le dispositif qui était en fait une défiscalisation que vous avez évoqué et qu'un ministre du Logement avait dû faire en 2010 ou en 2011. Je ne me souviens plus de la date ni du nom du ministre en question. Et puis, pour ce qui concerne les friches existantes, notamment les friches militaires, vous avez effectivement cité la cité Saint-Pierre, qui est une friche que nous regardons depuis longtemps, sur laquelle nous avons multiplié les échanges avec l'État, sur laquelle nous avons fait des propositions de rachat à l'État, mais pas tout à fait au prix qu'en attendait l'État. Et nous avons un désaccord sur le prix avec l'État, ça arrive. L'État est un propriétaire comme un autre, qui veut vendre évidemment le plus cher possible. Et nous, on a regardé, au regard du prix du marché chalonnais, des coûts de travaux, s'il y avait des équilibres économiques possibles sur ce type d'opération-là. Il nous a semblé qu'au prix de vente du foncier par l'État, on était très loin de l'exercice. Il y a un deuxième exemple possible qui est la cité Saint-Martin, qui peut avoir le même type de raisonnement à un moment ou à un autre, sur lesquels nous avons également des discussions avec l'État et même des projets portés par la SEMCHA sur des expérimentations possibles à faire dans ce cadre-là. Donc, il nous faudra effectivement travailler sur ce qu'on appelle refaire la ville sur la ville. Mais il nous faudra aussi combler une série de dents creuses qui existent. Ça ne signifie pas qu'il faut supprimer des espaces verts, qu'il ne faut surtout pas supprimer les forêts urbaines, on en est tout à fait d'accord, mais il y a un moment, quand on a une dent creuse, il faudra effectivement l'utiliser. On essaie de le faire à Châlons, parce que sincèrement, au-delà des engagements des uns et des autres, on a un énorme sujet devant nous d'opposition très forte de nos habitants à toute forme de construction nouvelle pour préserver ce qu'ils perçoivent comme leur qualité de vie actuelle. Et je les entends et je les comprends. Mais en même temps, si on n'a plus la capacité de faire ce qu'on a fait dans le quartier du Mont-Héry il y a quelques années, où sur 20 ans, on a effectivement pris des champs pour les transformer en zones pavillonnaires, ce qui a été fait et qui était la logique de l'époque, on ne le ferait plus aujourd'hui. On n'aurait plus le droit de le faire. Et il faut vraiment avoir en tête qu'une grande partie des quartiers pavillonnaires de Châlons, les Grévières, la Croix-Jean-Robert, le Mont-Héry, qui sont ces modèles-là, sont des modèles qui sont derrière nous. On n'a plus le droit de le faire. On ne peut plus le faire et c'est plutôt une très bonne décision. Mais ça veut dire qu'à l'inverse, il faut qu'on trouve d'autres espaces plus compliqués, plus chers à travailler pour pouvoir quand même produire les mètres carrés dont on aura besoin. Donc on va vraiment se retrouver dans ces confrontations et dans ces contradictions-là. C'est là qu'on se rend compte aussi de l'importance de la concertation avec les habitants. Hein, et c'est dommage de la faire après plutôt qu'avant.
du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ces points-là? Il n'y en a pas. Je vous propose de délibérer. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Pardon, y a-t-il des accords d'abord? Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Je l'ai fait dans le mode traditionnel. Qui est d'accord avec le vœu de Madame Guyot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Le vœu de Madame Guyot n'est pas adopté, mais je précise que bien évidemment, il y aura un travail sur ce dossier-là, que nous avons reçu, comme je l'ai dit, un recours gracieux, donc nous avons l'obligation, bien évidemment, d'examiner, de réexaminer le PC pour savoir si on répond favorablement ou pas à ce recours gracieux, ce que nous allons faire, et je vais demander à Novabitat, et évidemment, de se rapprocher des pétitionnaires pour peut-être présenter dans plus de détails par rapport aux différents points qui ont été évoqués, les questions en question. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, ainsi qu'aux 200 internautes qui nous ont suivis ce soir. C'est un gros chiffre, tant mieux. C'est une bonne chose. Bonne soirée à toutes et à tous.